Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Maude. Maude est une chercheuse qui, du jour au lendemain, a décidé de tout sacrer là pour se lancer en affaires et je t'invite à la découvrir maintenant. Bienvenue Maude. C'est un réel plaisir de te recevoir. Donc, on va commencer par la première question qui est la traditionnelle. Comment ça va? Non, je plaisante. On s'en sacre de savoir si tu vas bien ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qui es-tu, Maude? Le peuple a le droit de savoir. Le monde doit savoir. Qui êtes-vous, Madame Villeneuve? Ah, écoute, il y a tellement de manières de répondre à cette question-là, hein. Mais on va dire dans le cadre de ce podcast-là qu'on fait ensemble, je veux dire que je suis une passionnée de tout ce qui entoure la santé psychologique au travail, en fait. Et comment que on peut faire le pont entre des connaissances qui existent depuis, je te dirais, 50 ans dans le monde universitaire et qui n'ont jamais traversé le gouffre vers monsieur, madame, tout le monde. Et il y a un paquet de raisons pour ça, évidemment. Et tout le monde me dit que ah, ben, c'est un trop gros défi. Puis, tu sais, pourquoi est-ce que tu fais ça, toi? Ben, pourquoi pas? Si personne, si c'est pas moi, ben, ce sera qui? Donc, je suis une passionnée. Alors, oui, je veux dire, pour moi, en toute transparence, je t'ai découvert sur LinkedIn, Mhm. puis j'ai lu quelques posts, j'ai vu quelques partages, puis je me suis dit, mon Dieu, il faut que je parle à cette personne parce que c'est super intéressant. En plus, tu as comme choisi de t'attaquer à, à la plus grosse montagne qui existe dans le domaine du travail, puis en même temps la plus facile. J'ai vraiment l'impression que tu es parti avec ta passion, puis une petite cuillère à café. Donc, ma première question, c'est pourquoi, d'où vient cette idée? Parce que je peux comprendre qu'on est passionné, mais souvent on est passionné de cinéma, on est passionné d'enturologie, on est passionné de dinosaures, mais passionné par ce domaine-là, qu'est-ce qui va pas, Maud? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Maud? D'où C'est ça, viens-tu? c'est ça. Euh, la réponse la plus, on dit, a commencé par la version courte, c'est que Vas-y. je suis tombée par accident sur la santé psychologique au travail à travers mes études. OK. Donc, je suis partie, en fait, j'ai fini mon secondaire, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime faire, où est-ce que je me dirige, parce qu'évidemment, à 16 ans, hein, on sait tous qu'est-ce qu'on va faire le reste Oui. de notre vie. Donc, j'aimais le monde du travail et j'aimais la psychologie. Et donc, j'ai commencé par la psychologie. Donc, j'ai fait mon bac en psychologie, me rendre compte que je ne voulais pas être psychologue parce que OK. je ne me voyais pas travailler tout seul dans mon bureau et je ne me voyais pas être capable de me déconnecter des problèmes des gens le soir quand OK. que je quitterais le bureau. Donc, je suis revenue vers une maîtrise en gestion des ressources humaines, parce que je me dis, bon, c'est l'entre-deux. Tu sais, c'est le Oui. travail et c'est la psychologie. Ça va ça Oui. ensemble. Puis, j'avais travaillé en recherche durant tout mon bac, parce qu'en psychologie, on est tous des élèves qui veulent rentrer au doctorat, donc on fait des milliers d'heures de recherche. Donc, je me suis dit, ah, tant pis la recherche, je vais aller être professionnelle, être fonctionnaire là, en ressources humaines. Ouais. Je me rends compte que c'est tout à fait louable comme profession, mais que moi, ce n'était pas assez stimulant. Et il fallait que je gagne ma vie. Donc, je suis tombée sur une annonce d'un laboratoire de recherche sur la gestion de la santé et sécurité du travail, un job qui portait sur un projet sur la charge de travail. Et j'ai appliqué et je l'ai eu. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances que mon ancienne patronne, quand j'étais en psychologie, était aussi dans ce laboratoire-là. Donc, j'ai commencé à travailler là-dedans et je suis devenue mordue, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'est un terrain tellement fertile, mais qui est jonché d'embûches et de tabous de part et d'autre. Et moi, ça me rend juste encore plus intéressant de voir toutes les résistances. Quand on dit le mot stress, c'est Oui. comme si on lançait une grenade dans la pièce et tout le monde a des réactions. Que moi, j'ai du plaisir à regarder un peu de l'extérieur. Je sais qu'elles sont souffrantes pour la personne, mais c'est, c'est tellement complexe. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à m'intéresser à la recherche de travail. Donc, j'y ai pris goût, j'ai fait mon doctorat là-dedans, j'ai fait un paquet d'autres projets de recherche. Et ça m'a amené éventuellement à quitter le monde académique, même parce que je travaillais dans un laboratoire de recherche Oui. spécialisé en pratiques de gestion qui préviennent le stress au travail. Et malgré tout, j'étais exposée à toutes les conditions qui sont connues pour donner du stress au travail. Parce que, comme dans toutes les professions, tu sais, là, il y a des médecins qui prennent pas soin de leur santé. Oui. Donc, les professeurs ne sont pas nécessairement de bons gestionnaires. Les professeurs en gestion, pas nécessairement de bons gestionnaires, parce que c'est un milieu qui est très complexe, mon académique.
Et je ne me voyais pas continuer comme ça, cordonnier mal chaussé. Je n'étais pas bien dans cette profession-là. Donc, j'ai quitté. Puis, je me suis rendu compte que peut-être que je pouvais mieux contribuer en n'étant pas dans la sphère académique, mais en faisant ce pont-là entre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu aussi personnellement. Parce que comme que je t'ai dit, je l'étudiais, mais je le vivais en même temps. Donc, j'ai créé les outils que j'aurais aimé, moi, avoir pour traduire le Ça a, stress. ça a été un déclencheur du jour au lendemain ou ça a été un processus pour arriver de la théorie à je décide qu'aujourd'hui je passe à l'action? Ça a été un bon processus. En fait, le monde un peu de la consultation, de l'entrepreneuriat m'a toujours intéressée. Ok, Mais paradoxalement, l'univers académique est très, très bon pour un peu, pas atteindre la confiance en soi, mais tu sais, on n'est jamais assez bon. On n'est pas encore maître, on n'est pas encore docteur, on n'est pas encore professeur. Donc, je ne sentais pas que j'avais la crédibilité, même si sur papier, tu sais, je suis experte, là, je ne veux pas être plus experte dans mon oui, sujet de oui. prédilection. Donc, je n'osais pas me lancer, je trouvais que je ne m'y connaissais pas assez. Donc, c'est ça que je suis toujours allée plus loin, mais j'étais toujours intéressée par l'idée de mon propre patron, puis d'aller de l'avant, puis de faire du changement réel dans les organisations pour les personnes. Pas seulement pour faire plus d'argent, quoique quand les gens sont plus heureux, ils sont plus productifs, mais c'est une conséquence, c'est pas l'objet Oui, direct. mais c'est toujours bien Euh, d'utiliser le volet utilitariste, ça parle toujours. c'est ça. Donc, ça a été un processus. Après ça, quand j'ai terminé mon doctorat, puis là, j'étais, bon, qu'est-ce que je me focalise à écrire des articles dans le monde académique? Est-ce que je vais en consultation? Est-ce que je fais d'autres choses? J'avais commencé à tenter le terrain de la consultation, mais qu'est-ce qui était récurrent? Ça, c'est récurrent là, depuis les 15 dernières années que je fais des projets d'intervention des organisations, que ce soit en recherche ou en consultation. Oui, C'est qu'on arrive, on fait un diagnostic organisationnel. On sort quand même assez précisément, je te dirais, là, c'est quoi les cailloux dans l'engrenage qui causent le plus de stress? Et ça s'arrête là. Donc, on fait un beau rapport oui, et ça se ramasse sur une belle tablette, c'est discuté en comité. Dans le rapport annuel, ils peuvent dire qu'ils ont fait une belle démarche là, de diagnostic, mais souvent, ça s'arrête sur les épaules des gestionnaires qui sont déjà débordés. Les employés venaient nous voir, puis, ah, mais moi qu'est-ce que je pourrais faire pour faciliter mon stress, pour jouer oui. avec mon travail? Et on n'avait rien à leur offrir. Et ça, là, c'était toujours ça. Que je faisais un rapport, je donnais, que ce soit au syndicat, que ce soit au patronat, que ce soit aux deux, parce qu'il y avait des dynamiques politiques, on s'entend toujours Oui. là-dedans. Dès qu'on parle de griefs ou de faire d'autres tâches, là encore, c'est une autre grenade qu'on met dans la pièce. Mais ça ne résultait pas en changement parce que les gens ne s'appropriaient pas les ingrédients du stress, ne s'appropriaient pas de comprendre c'était quoi leur travail, c'était quoi les éléments qui leur causaient du stress, puis c'était quoi leur pouvoir d'action. Donc, des personnes, là, des consultants qui vont aller faciliter les gestionnaires, là, ça, il y en a des pelletés. Mais des personnes qui vont directement au niveau de l'employé pour leur dire, regarde, tu es stressé à cause de ça, tu peux attendre toute ta vie pour le gestionnaire fasse de quoi, ou tu peux l'aider à t'aider. Tu peux lui dire exactement, hey, tu fais pas le stress-là, j'aurais besoin de. Tu peux choisir A ou B ou C ou D. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ensemble puis aller de l'avant? Donc, c'est cette question d'empowerment individuel qui est très importante pour moi parce que mon Dieu, que j'aurais aimé ça, moi, le savoir avant. Je te remercie pour ce partage-là. Ma première réflexion, c'est, tu sais, il y a l'expression qui dit que le savoir est une arme. Vu que tu n'arrêtes pas de parler de grenade depuis avant, je pense qu'il y a vraiment un lien. Le deuxième, je fais semblant de réfléchir, je suis très fort pour faire semblant. En fait, c'est super passionnant ce que tu amènes, puis comment tu l'amènes, puis le cheminement, on voit que tu as l'habitude. C'est pas la première fois que madame s'exprime. Je veux dire, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que ton souhait d'agir, est-ce que ça vient d'un besoin, d'une révolte, ou au contraire, tu prends vraiment ça comme un job? C'est le lien opportunité, cause, effet, proposition, ou c'est vraiment, c'est venu te chercher, puis tu t'es dit non, là, ça suffit, main sur la, je dis, là, je viens de frapper mon bureau, je dis, point sur la table, et puis il faut que quelqu'un fasse quelque chose. C'est beaucoup plus une mission, Ok, puis un projet qui est en accord avec mes valeurs. Que, comme je te dis, c'est quoi que j'ai vécu, que j'ai vu encore et encore.
Et avec les médias sociaux, c'est tellement populaire. Les vidéos là, Oui, de milléniaux, ben, toutes les générations qui se plaignent de leur stress, des mauvais patrons, puis du oui, travail à la maison, puis de l'abus de courriel. Et c'est super relatable. Les gens là, s'y rattachent puis se reconnaissent dans ces vidéos-là. Mais en même temps, ça m'attriste parce qu'on ne parle jamais des solutions. Puis je ne parle pas de solutions parce que quand on parle de ça au travail, c'est médite, mange des pommes, oui. fais du vélo, puis c'est très bon pour ta santé, mais ça fait que dalle pour tes conditions de travail. Donc, c'est ça, c'est ce chaînon manquant-là qui me frustre de ne pas voir. Si je voyais plein d'autres personnes qui en parlaient, puis que c'était connu puis démocratisé pour tout le monde, peut-être que je ferais d'autres choses de ma vie. Mais je sais que ce morceau-là, moi, je l'ai. Puis, on est tous mis sur la terre pour une raison. Puis peut-être que dans 10 ans, je décide de me mettre à construire des maisons, mais pour l'instant, je veux faire tout ce que je peux, dans la limite de mes capacités, je suis une personne, pour transmettre ces connaissances-là, pour construire ce pont-là, pour que les gens maîtrisent, comme tu dis, tu as bien compris, tu sais, là, knowledge is power. Les Oui. connaissances, c'est du pouvoir. Tu ne peux pas agir sur ce que tu ne connais pas et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas tant que tu n'as pas commencé à l'aborder. C'est comme si on rentre dans un job et on se fait donner des conditions de travail et on ne les questionne jamais. On assume que les gens savent ce qu'ils font et c'est généralement une erreur parce on improvise tout un peu dans notre quotidien et on assume que les gens savent que les conditions qu'ils nous donnent, ce n'est pas une condition de travail. Mais même la personne la mieux intentionnée ne peut pas deviner ta propre personnalité, tes propres besoins, tes propres expériences. Donc, les gens acceptent un paquet de conditions de travail comme si c'était un gâteau que je te donnais. Bon, voici ton travail, c'est un gâteau. Peut-être qu'il est plein de lait puis tu es tolérant au lactose, mais c'est pas grave parce que tu ne me l'as pas dit, donc accepte mon gâteau. Et les gens ne questionnent jamais et les endurent à mener jusqu'à ce qu'ils quittent leur emploi, mais sans jamais questionner ou travailler ou prendre pouvoir sur leur emploi. Donc, c'est ça que je veux essayer d'apporter comme changement sociétal. C'est une grosse ambition. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu sais, ce ne sera pas en 2 semaines parce que les gens, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, ils résistent de manière particulièrement fascinante quand que je parle de qu'est-ce que je fais. Ça va faire son chemin une personne à la fois. Toi, ça t'a parlé. Donc, éventuellement, ça va parler à quelqu'un d'autre. Puis ça va être un mouvement de la base. C'est ça que je veux créer. C'est passionnant ce que tu dis, ce que tu fais là. En même temps, c'est que moi, je me suis tellement réapproprié mon histoire encore et Oui, encore et encore de différentes manières que moi, je suis rendue quand même assez douée pour la présenter d'une manière qui fait du sens. mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant. Te considères-tu comme une chercheuse? Euh, je me considère comme une vulgarisatrice. Ok. Parce que là, c'est intéressant, tu sais, tu as parlé que tu appréciais l'entrepreneuriat, tu sais que tu avais un Mhm. intérêt, mais est-ce que tu as déjà fait de l'entrepreneuriat? Genre, est-ce que tu vendais des citrons quand tu étais jeune dans ta rue? Jamais. J'ai fait de la recherche littéralement toute ma carrière. Tu sais, j'ai commencé ma première, on va dire, emploi étudiant. Je coordonnais un projet de recherche pour chez Bell. C'était mon Ok. dernier été, puisque j'avais gagné la bourse gouverneur, donc il m'avait donné une job de coordination. Puis ça, je m'en suis servi pour avoir ma première job de recherche et j'ai fait de la recherche pendant littéralement les 15 dernières années. Donc, quand que je me suis renseignée à Abitibi et que je me suis enseignée au centre jeunesse, c'était le premier job, tu sais, avec un horaire fixe ever que j'avais. Puis après ça, l'entrepreneuriat, ben, je l'ai appris en autodidacte, en achetant un paquet de livres. Puis l'entrepreneuriat, c'est ce que je me rends compte là maintenant, dans la dernière semaine, là, tu l'apprends en le faisant. Puis quand Oui. même que j'aurais lu puis fait des cours et tout, parce que chaque entreprise est différente. Tout ce que tu fais, OK, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, on s'ajuste. J'apprends sur moi-même, sur c'est quoi. Hey, ça gruge l'énergie beaucoup, hein, l'entrepreneuriat, parce que c'est de l'apprentissage constant, puis c'est tellement un beau défi. Mais ça vient aussi avec des limites là, que je ne peux pas me mettre à travailler 40 heures par semaine en mode création. Je vais me mettre en petite boule de fœtus, puis je ne serai plus capable de rien faire. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que je suis une chercheuse? J'ai été formée comme chercheuse. Puis ça, ces capacités-là, là, je les transporte avec moi toujours. Puis cette habileté-là à faire des liens. Ça, c'est une de mes plus grandes forces, de faire des liens entre des champs qui ont de l'air disparates. Mais de prendre ah, ce morceau-là, il ressemble à de quoi que je suis dans un autre champ complètement là-bas à droite. Et de faire un lien qui est plus le lien est évident, finalement, quand je le verbalise, je me rends compte que hey, c'est quoi l'intéressant, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui va parler aux gens parce que ça va de soi.
c'est intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est comme tu l'amènes, un instinctif qui n'a pas fait d'études ou une instinctif qui n'a pas fait d'études pourrait dire la même chose. Tu sais, je Mhm. suis capable de faire des liens, etc. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu te revendiques chercheuse, parce que sans connaître la recherche puis le monde de la recherche, en fait, tu n'as jamais travaillé de ta vie. C'est ce que les gens C'est ce que les gens ont. Tu sais, la vraie vie, tu n'as pas flippé des burgers au McDonald's, tu n'as pas été un numéro 150 000 dans une usine, tu n'as pas Non, fini. non, j'ai fait de la recherche, j'ai intervenu dans tellement d'organisations. Donc, j'ai aidé les gens avec leur travail. J'ai fait des stages dans mes différents parcours, que ce soit au doctorat ou à la maîtrise. Donc, oui, j'ai travaillé, mais toujours comme stagiaire, comme interne, euh, jusqu'à ce que je quitte le monde universitaire. Mais, puis en même temps, c'est un stéréotype qu'on a. Hein. Tu sais, les Bah oui, chercheurs, c'est pas un vrai travail, c'est dans votre tour d'ivoire, puis vous ne travaillez pas beaucoup. Mais pour me rendre compte que, ah, mon Dieu, que la charge mentale de la recherche, parce que, justement, quand tu tournes des burgers, là, ton travail, il est clair. Il faut que tu fasses de ça à clientèle, il faut que tu tournes X burgers, il faut que tu nettoies avant et après. Quand tu es dans le monde universitaire, OK, pour être un bon chercheur, il faut que tu enseignes et que tu aies des bonnes cotes. C'est comme c'est la base, mais c'est pas ça qui est vraiment valorisé. Ce qui est valorisé, c'est tes projets de recherche, tes subventions que tu obtiens. Mais encore là, ça c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est les articles que tu publies, mais pas dans n'importe quelle revue. Dans certaines revues qui ont une espèce de taux d'acceptation de 1 sur 3000 articles. Mais quand que tu reviens, que tu recules un peu, tu dis oui, mais moi, mes fonds sont payés par le public et les connaissances que je crée devraient être accessibles pour tout le monde. Mais c'est pas ça que ça résulte parce que ces journaux-là prestigieux que, oh mon Dieu, puis ça a un terme, c'est le publish or perish. Tu sais, il faut que tu publies, sinon tu vas périr comme chercheur. Et ces articles-là ne sont disponibles à personne. Il faut que tu payes des centaines de dollars, toi, monsieur, madame, tout le monde, pour avoir accès à ces journaux-là et à ces articles-là. Donc, c'est une charge qui est lourde, oppressante, constamment. OK, alors, j'ai écrit un article, déjà là, c'était difficile, puis là, je le soumets à 14 places différentes, mais toujours une à la fois, parce que tu vas insulter le journal si tu le soumets à plus d'une place simultanée. Et quand que tu soumets un article, ça peut prendre entre 3 mois à 6 mois avant que tu aies juste une première réponse de on va-tu le réviser ou pas? Puis après ça, une autre année avant que tu aies tes révisions. Il y a du non-sens, c'est lourd, c'est oppressant et c'est ambigu. J'ai tellement été soulagée de quand je travaillais, puis je travaillais au centre jeunesse, j'enseignais l'anglais langue seconde. C'était un métier qui, j'étais non qualifiée, à part que de parler l'anglais, mais c'était quand même intense sur un paquet de dimensions. Mais c'était tellement clair. Tu arrives, tu enseignes aux étudiants, tu corriges les examens, tu t'assures qu'il n'y a pas d'entrave, que l'étudiant apprend bien. Mais mon Dieu, mais quelle clarté! Je me suis rendu compte que le travail universitaire, non seulement c'est un travail, mais c'est un travail qui est extrêmement difficile et lourd en termes de charge de travail, de fardeau que tu transportes constamment, puis d'incertitude. Est-ce que je suis assez bon, assez bonne? Donc, c'est ça. tu parles beaucoup de ta propre expérience au niveau de comment tu as vécu, appelons-le charge mentale. Mhm. Est-ce que tu as été influencé par des proches? Est-ce que tu as eu quelque chose où c'est que tu t'es dit ça fait pas de sens? Ou est-ce que ça t'a aidé à en arriver à ce fameux déclic? Tu sais, on a la fameuse histoire qui est devenue un beau storytelling où, tu sais, mes parents étaient ouvriers, ils se cassaient, tu sais, j'avais utilisé une expression française, ils se cassaient la nénette, mais ça ne veut rien dire au Québec. Bref, Mais je comprends. ils se cassaient le dos, tu sais, c'était dur, c'était harassant, etc. Puis je me suis dit, bah, voici ma révolte, où ça a vraiment été une construction personnelle. Je te dirais, c'était une construction très personnelle. Je suis le mouton noir de ma famille. Ma famille, mes parents, mon père est médecin, ma mère est infirmière, ma soeur est prof de sciences. Donc, moi, je suis arrivée, je m'en vais en sciences humaines, je m'en vais en gestion. Premièrement, c'était une grosse différence. Ouais, je suis pas membre de ta famille, mais moi, le premier, je te renie, là. Je peux, C'est là, ça, je hein? suis, alors là, qu'est-ce Mais qui m'a pris? surtout, tout le monde a, dans ma famille élargie, des chemins très linéaires. Donc, tu vas à l'école, tu fais ton diplôme, et tu as un métier qui est lié à ton diplôme et tu grandis dans l'organisation. Et c'est ça qui est ça. Tandis que moi, je suis partie, puis je vais faire un bac en psychologie. Après ça, je vais faire une maîtrise en ressources humaines, mais je ne vais pas vraiment très bien en ressources humaines. Fait que je vais faire un doctorat là-dedans
Mais je ne serais pas prof finalement. Fait que comme je revenais, je me crée. C'est une construction. Je n'avais pas de modèle pour me comprendre dans cette construction-là que je me suis fait. Les modèles que j'ai eus, ben, c'est les modèles théoriques dans lesquels que je travaillais encore et encore, et les modèles que j'ai créés moi-même à travers mes propres expériences, mes propres observations, et que ça m'a pris quand même du temps. C'est pour ça que je trouve ça important que ce que je fais de manière très, très humble, parce que même si moi, j'étais une experte en santé au travail, ça m'a pris des années avant que je me rende compte que, hey, sais-tu, je pourrais le faire moi-même. Je pourrais arrêter d'attendre que mon directeur ou que mon coordinateur soit capable, tu sais, là, devine que hey, peut-être que je suis stressée ou que je ne vais pas bien, peut-être qu'il me faudrait telle chose. Et d'être frustrée parce que tu sais, ça n'arrivait jamais, hein, cette intervention divine. Puis je suis prête à bien ça, faire ça moi-même. Je connais mes besoins. Je sais c'est quoi l'exigence du travail. Je pourrais arrêter de souffrir comme une grande et le faire moi-même. Donc, cette construction-là m'a vraiment amené à créer des outils que ben, je me dis, si moi, ça m'est utile de ces outils-là qu'on sert en recherche, comme je t'ai dit, depuis 50 ans là, pour aller diagnostiquer les milieux de travail, mais qu'il y a une espèce de ah, ben non, les gens ne peuvent pas comprendre une échelle à 4 questions sur la charge mentale. Non, non, ils peuvent le comprendre eux-mêmes. Puis je peux leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi c'est important, puis qu'est-ce que tu devrais te poser comme question si tu cotes haut cette échelle-là. Par la suite, OK, tu es surchargé, on va faire une espèce de purge de ta charge de travail. Là. On prend une semaine, là, puis on va comme faire de l'attrition, puis clencher ce que tu as à faire. Puis après ça, ben, je vais te montrer comment que tu peux en parler. Parce que les gens ont tellement peur de nommer leur stress. Fait que, mais c'est pas parce qu'ils ne nomment pas que ça ne s'exprime pas comme étant un problème, qu'ils ne sont pas pour autant plus fatigués. Ben, fait que quand ça finit par sortir, ben, c'est tout croche, puis je m'en vais en congé, ou tu me brûles de mon travail, ou de quoi que le patron ou les collègues ne peuvent pas rien faire là-dessus. Là. Tu es blessé par le travail. On va juste te taper, là, mais c'est trop tard. Donc, c'est ça que j'ai appris, moi, à exprimer mes besoins, et j'apprends aux autres aussi à bien exprimer leurs besoins au bon moment, de la bonne manière. C'est tellement touché parler de stress. Les gens résistent à ça. Un peu comme quand on parle de... Tu sais, là, tout le monde le sait, là, il faut bien manger, il faut prendre ta petite marche à tous les jours. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous qu'on ne le fait pas. C'est parce que c'est tellement difficile de changer nos habitudes. On est déjà tellement saturé que le tout petit changement, c'est comme oh, un fardeau supplémentaire, puis ce serait donc bien plus facile de binger la même série pour la 14e fois sur Netflix à la place. Donc, c'est des petits changements parce que de quoi de trop drastique, un peu comme, tu sais, là, le nouvel an, les gens sont comme, cette année, je vais perdre 40 livres et je vais faire 1 million d'autres changements simultanés à ma vie. Et pour ça, on est déçu 3 semaines après parce que, écoute donc, tu sais, là, je suis encore la même personne avec la même vie. Là. Donc, c'est ça. Bon, je pense que tout le monde aura compris pourquoi je voulais t'enregistrer dans un podcast. Ce que je trouve extrêmement pertinent dans ton approche, c'est au-delà de s'attaquer à un on pourrait dire, le mal du siècle sur Terre, entre deux pandémies, enfin deux saisons de pandémie, quelques guerres, et puis, puis je sais même plus, puis je dis 2, 3 émissions de télé-réalité, parce que c'est important la télé-réalité, il faut en parler. Absolument. Comme panacée pour essayer de survivre. Ouais. En fait, pour dire simple, ce qui m'a... N'ayons pas peur des mots. Ce qui m'a convaincu dans ton approche, au-delà de la transparence, puis effectivement, la vulgarisation est une de tes forces, c'est que tu n'es pas la première à tenter de t'attaquer à ça, sauf qu'il y a énormément de coachs de vie, de coachs d'optimisation professionnelle, de consultants en organisation, etc. Mais j'ai comme fait le constat, à ma petite échelle, que vraiment ton approche semble, ce qui est un paradoxe, à la fois saine et articulée. C'est sûr qu'on a compris que tu étais chercheuse, que ça venait pas. Il y a quand même, il y a une grande réflexion. C'est pas de l'instinct en tant que tel, en disant, bah, toi, je pense que ce qui te ferait du bien, c'est ça. Mais c'est surtout le fait que tu l'as comme pas clairement dit, tu n'es pas dans la morale. Actuellement, on tombe vraiment dans une morale, ça c'est bien, ça c'est mal, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc, j'ai 2 questions pour toi. J'aime bien les questions longues qui permettent de réfléchir, surtout moi.
Ça m'arrive tellement pas souvent, donc j'en profite un peu. Actuellement, ton activité est toute récente. La tâche, je dis, là tu es parti avec ta cuillère, mais tu t'es pas dit je vais monter l'Himalaya, tu t'es dit je vais faire toute la chaîne de montagne, plus les massifs derrière, puis ensuite je vais prendre le bateau, puis je vais aller faire les autres. Je dis, il y a plus que de l'ouvrage. Puis même si on est plusieurs dans ma tête, tu sembles être qu'une seule personne, toi. Donc ça ne t'as pas. Je veux pas utiliser le terme peur, mais d'où tu vas chercher cette motivation à t'attaquer à quelque chose de si gros? Tu sais, on dit toujours de préférer les objectifs smart, de viser petit, de viser. Là, tu veux travailler en deux langues, tu t'attaques non pas à ta petite région, ouais, une profession, mais tu t'attaques à la problématique en son entier. Je veux dire, monter le K2, c'était comme plus, plus facile, alors que ça fait partie des choses les plus hardes à faire dans la vie. Je veux dire, quelle idée de fou? Pourquoi? On vous dit, excuse-moi, quelle idée de folle? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait? Pourquoi t'as pas peur? Pourquoi tu veux y Ah, aller écoute, blanche? j'ai eu des hauts et des bas et j'ai eu de l'anxiété comme tout le monde. Et j'ai des moments où je suis débordée et je me sens complètement dépassée comme tout le monde. La seule différence, c'est que moi, j'ai les outils. Mais avant, quand que j'étais à mon doctorat, je pouvais être dépassée dans cet état-là comme d'anxiété existentielle et Oui. d'angoisse pendant des jours, des semaines. Il y a des mois entiers que ma thèse n'a pas avancé parce que j'étais juste complètement paralysée par juste, imagine-tu, tu sais, une thèse me paralysait. Puis je suis en train de me créer une entreprise qui vise à changer comment on voit le travail. Euh, la différence, c'est que maintenant, j'ai les outils. Donc, OK, là, je sens le sentiment de OK, je tombe en anxiété, ça veut dire que j'ai une bouchée qui est trop grosse et qui est coincée ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai besoin quand tu es entrepreneur, puis comme tu dis, je suis tout seul. Et le couteau suisse des ressources dans le milieu du travail, même dans la vie au complet, c'est le soutien social. Plus qu'on a de soutien social de qualité, mieux on se porte. Donc, je suis allée me chercher du soutien de la famille, de mes amis entrepreneurs, poser des questions et tout et tout. Et j'ai pris conscience que qu'est-ce que je fais, ça ne se fera pas en 3 mois, ça ne se fera pas en 6 mois, ça va se faire probablement en quelques années. Comme tu dis, j'ai ma propre cuillère, puis je fais un pas à la fois pour. Puis, c'est sûr que dans un monde beau et parfait, là, j'aurais un impact là, mondial, OK, le travail est modifié. Mais si je suis capable d'une personne à la fois, une organisation à la fois, d'apporter des changements qui sont beaucoup plus sains et durables et pérennes, ben déjà là, ça peut être assez pour ma vie à moi, ça peut être assez pour ma contribution, puis quelqu'un peut s'en inspirer et faire leur propre bout sur qu'est-ce que moi je fais. Je peux prendre mes outils, m'appeler, hey, ça m'intéresse, mais je sais que tu ne fais pas ça. On va faire une entente ensemble, puis moi, je vais prendre le relais dans cette direction-là. C'est ça, c'est beau, puis c'est important. Il n'y a pas un changement qui s'est fait juste avec une personne. Euh, donc, est-ce que j'ai peur des fois? Oui. Est-ce que je suis intimidée? Absolument. Mais j'aime qu'est-ce que je fais. Et je me suis fait ma propre liste. Parce que moi, je suis une fan de listes, de checklists. Je suis très organisée, comme que je pense que tu peux comprendre à comment je Oui, parle. oui, ça me parle un peu plus peu, j'ai genre listes autour de moi, mais oui, C'est ça. Donc, j'ai une checklist de, euh, de sens de mon travail. Donc, OK, là, je me sens un peu désalignée. OK, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour contribuer à cette mission-là? Est-ce que c'est de faire un petit vidéo, un petit post, de créer un nouveau petit outil ou un défi? Est-ce que c'est d'aller parler à une personne que je sais que ça la concerne, ça le concerne? Donc, c'est de se réaligner et de se reconcentrer sur le prochain pas. Puis ça, c'est la seule chose qu'on peut tous faire, peu importe quoi notre travail. Que si je suis une chirurgienne et j'ai les mains dans le corps de quelqu'un, ben, je ne peux pas penser là, tout de suite à le coudre. Il faut que je résolve le trou qui est dans son cœur avant de penser à le recoudre et sa réadaptation. Si je suis comptable, puis je suis dans ma pleine saison des impôts, puis j'ai 1000 clients qui m'appellent en même temps, puis en même temps, j'ai mon patron qui me demande de quoi, qui n'a pas rapport, mais je n'arrive pas à y dire. Donc, c'est de se recentrer sur, OK, c'est quoi le prochain pas, le prochain appel, la prochaine chose? C'est tout ce qu'on peut tous faire. Peu importe c'est quoi notre niveau actuel de débordement, notre travail, qu'on l'aime pas, qu'on soit dans le jus, qu'on soit pas dans le jus. C'est de faire le meilleur pas possible
de ne pas glisser et de se casser la gueule. Tu sais, là, c'est un pas à la fois. Et sans transition, pas le temps de niaiser, j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion c'est bien, mais il faut payer ses factures. Oui. Donc là, j'ai le goût de passer à l'action. Je me dis, bon, ben, Maud, elle jase pas pire. Comment c'est qu'on fait pour vous joindre, Madame Villeneuve? Je suis disponible sur tous les médias sociaux. Sur mon identifiant, c'est Stressed Out, parce que ma compagnie s'appelle Stressed Out Millennials, parce que c'est Ok. la génération la plus stressée, c'est la Burnout Generation. Donc, c'est pour ça que j'ai visé cette génération-là. Puis j'y appartiens et je m'y reconnais. Donc, c'est Stressed Out Mode partout. Mode at stressedoutmillennials.com. Mon site web, c'est stressedoutmillennials.com. Juste à s'inscrire à ma liste de courriels, en fait. C'est la meilleure manière de commencer à aborder qu'est-ce que je fais. J'ai créé une série de courriels qui te... Bon, c'est quoi, qu'est-ce que je fais en hiver? Puis pourquoi est-ce que ça serait peut-être intéressant de me suivre et de commencer à voir une manière différente du travail? Et pour les gens qui vraiment sont prêts, là, sont dit, OK, là, j'ai un petit break de mon travail, là, j'aurai de l'espace. Bien, le toolkit que je te parle, les outils que j'ai créés, bien, il est disponible déjà en ligne, cet outil-là. C'est une démarche que je dirais, tu peux l'acclencher en 3 jours, mais c'est comme aller à un buffet et essayer de manger tout en même temps. Tu vas être malade et ça ne sera pas une belle expérience. Ça prend environ un mois à restructurer, à apprendre ton travail, de l'approprier, l'évaluer, enlever ta surcharge actuelle et négocier tes meilleures conditions. Donc, ça existe déjà. Et c'est ma première approche. Puis je suis en train de travailler sur un autre outil qui est un peu comme le, le pré-coffre à outils. Donc, les gens viennent me voir, puis c'est super intéressant, j'aimerais donc bien ça, mais là, je ne suis pas capable, je suis bien trop dans le jus. Fait que j'ai créé un programme en 8 jours. C'est vraiment, en anglais, je l'ai appelé Make Workload Manageable Again, un petit riff sur Trump. Puis en français, c'est vraiment là, fais une purge de ta charge de travail pour enlever toute ta dette de charge de travail. On a toute une dette de choses qu'on se dit que demain, la Ouais. semaine prochaine, le mois prochain. Et on tendance à s'enfarger les fleurs du tapis sur des choses qui sont pas urgentes, pas essentielles. Tu sais, comme tu dis, il y a des gourous de la productivité là, Oui. qui vont te parler vraiment là, de il faut que tu priorises. Puis ils n'ont pas tort. C'est une partie de l'équation. Ce morceau-là, il y a plein de gens qui l'ont fait encore mieux que moi. Tout ce que je fais, c'est leur marcher dans le cadre de ma compagnie. Mais la partie de clencher en une semaine ta surcharge, ça existe déjà. L'affaire, c'est que ce n'est pas pérenne. Tu ne peux pas être dans un mode éteinte de feu tout le temps. Mais c'est comme ça que la plupart des gens se ramassent ces temps-ci, Diane. Les gens sont en mode survie, mais 40 heures semaine, 52 semaines par année. Oui. C'est ça qui fait que les gens sont brûlés, puis ils se disent mais je suis en vacances dans 3 mois, je vais me reposer. Là. Puis là, ils s'étonnent qu'ils sortent de leurs vacances et ils ne sont pas à 100%. C'est comme je te dirais ben sais-tu, j'ai pas le temps de respirer aujourd'hui, je vais respirer la semaine prochaine. Parce que tu sais, là-bas, j'ai vraiment le temps de respirer. Ben non, il faut que tu respires, il faut que tu manges, il faut que tu boives à tous les jours. Ta voiture, tu ne peux pas dire non plus elle n'a plus d'essence, mais je vais la pousser par en arrière, jusqu'à ce que la semaine prochaine, je puisse mettre de l'essence. Quoi qu'avec le prix de l'essence, je peux Oui, comprendre oui. ce temps-ci. Là, je veux dire, tu as vraiment choisi le momentum, là. C'est ça. C'est Tu es un en luxe avoir une voiture. C'est ça, tu es en train de parler de l'arrêté de pas mal de personnes à la date. C'est ça. Donc, c'est ça. Cette partie-là de surcharge, j'ai créé un petit programme, mais c'est pas là-dessus que je vais changer le monde parce que cette idée-là de clairer ta charge de travail actuelle, ta dette, faire du ménage là-dedans, écoute, là, ça fait aussi 30 ans qu'il y a différents gourous. Et oui, je ne dirais pas que ça ne l'aide pas. C'est une partie. C'est comme. Tu as déjà joué à Tetris, Diane? Oui. Bon. Quand que tu fais ces tâches-là, là, de tout restructurer, prioriser, structurer là, ton temps, c'est comme si tu mettais tous les bons petits blocs à la bonne petite place, puis tu maximises vraiment, vraiment, vraiment là, ton champ de Tetris. Quand tu te reposes le soir puis que tu prends ton bain moussant, mais tu enlèves une coupe de rangée, mais tu ne joues pas, c'est le problème, c'est que ton champ il est trop petit ou il y a trop de blocs qui rentrent en même temps. Puis ça, on n'en parle pas. Ben là, qu'est-ce que c'est de ta faute? Tu n'as pas assez médité, tu n'as pas assez organisé ton travail. Ben non, je l'ai fait déjà, tout ça. Puis qu'est-ce que tu veux? Mon travail ne me donne pas assez de ressources, mon champ, il est trop petit. Qu'est-ce que je fais pour ça? Ben là, ça, c'est pas mon problème. Moi, je t'ai dit de te structurer. C'est ça qui me frustre. C'est cette déresponsabilisation-là. Qu'on met tellement de fardeau sur l'épaule des gens que non seulement je donne des conditions de travail que je sais, ou est-ce que j'ai une bonne idée là, que ça te stresse,
Mais en plus, je vais te dire que prends ton heure du midi pour faire un webinaire sur le stress, hein, alors que tu pourrais à la place prendre un petit 5 minutes pour prendre une marche puis regarder un arbre ou un colibri dehors. Ouais. Euh, Ça aussi, ça fait partie des solutions clés en main. Va prendre une marche. oui, c'est ça. Faut- Mais c'est pas faux. C'est vrai que prendre une marche, c'est bon pour ton anxiété. C'est bon pour ta santé mentale. Mais est-ce que ça fait quelque chose sur tes conditions de travail? Pas du tout. Tu joues sur les symptômes, pas sur la cause. Et ça, on le fait tout dans nos vies, sur tellement de choses. Je pense que notre approche de jugement, je le fais moi aussi, là. C'est de quoi de tellement naturel de ah, OK, je suis anxieuse, là, fait que je vais faire une sieste. OK, je vais être un peu moins fatiguée, mais la source de mon anxiété, de mon stress, est encore là quand que je me lève. Elle s'en va pas nulle part, puis si ça se trouve, elle va juste être pire, plus que je la mets de côté, là. Donc, c'est cette approche un peu d'évitement qu'on a quand on est juste sur les symptômes, pas sur la cause. On évite de confronter. Tu sais, puis on l'a tous déjà fait, ça aussi. Hein. On a tous déjà eu un courriel ou une petite chose qu'on le procrastine pendant des Oui, semaines. Puis finalement, quand on le fait, ça prend 3 minutes, puis le soulagement, il est instantané. Donc, ça, c'est la cause. C'est pas le oui. symptôme qu'on a essayé pendant 3 semaines de ah, ben là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais regarde ce que j'ai fait d'autre. Ou tu sais, toute la gymnastique intellectuelle. Ça, c'est de la charge mentale aussi. La gymnastique intellectuelle qu'on fait pour se justifier nos mauvaises habitudes ou notre surcharge ou notre stress qu'on n'arrive pas à gérer. Toutes nos justifications qu'on se fait, là, on est des champions. Mais ça a un coût exponentiel sur notre santé mentale, sur notre performance, sur notre bien-être, qu'on ne voit pas nécessairement aller. Donc, c'est beaucoup de prise de conscience, gérer son stress et ses conditions de travail. Merci. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question, ça sera dans l'examen. Il y aura un quiz. Non, non, un véritable examen avec des questions Il y ouvertes. aura un essai. C'est Okay? ça. Et je vous attends et vous avez intérêt à payer votre session, quoi. Non, tout ce que tu dis, c'est rare, mais là, je vais jouer à la fois l'avocat du diable et je vais ouvrir la boîte à malice. C'est pas gratuit ce que je fais, mais ça va. Tout ce que tu me dis là fait sens. L'avantage avec toi, puis là, tu as fait un parfait exposé, c'est on voit que tu es plus que passionné. C'est comme tu as dit, tu es chercheuse, ça vient de quelque chose de tangible, de référent, je veux dire, c'est compliqué de te mettre en doute. Il suffit d'aller faire ses propres recherches, l'expression qu'on ne peut plus utiliser depuis quelques années. Bref, on peut être autonome, on peut s'équiper, on peut s'armer. C'est pas une illumination que tu as eue, c'est pas quelque chose que tu t'es inventé. En revanche, tu parles beaucoup de charge mentale. Tu parles beaucoup du mal-être, etc. C'est pas un peu un effet de mode de ces quelques dernières années? Parce que pour les plus anciennes générations, pour certains profils, même pour certaines cultures, certaines régions, le mal-être, c'est un luxe. Le mal-être est une invention de jeunes. Hein. C'est comme l'éco-anxiété et tous ces trucs-là. C'est pas la vraie vie. Tu sais, puis même, j'aime pas parler de génération parce que on reste des individus, les Oui, générations. mais c'est des stéréotypes qui sont connus. Fait que tu peux le C'est nommer, ça. ça aussi. On est d'accord, les stéréotypes aident. Tu sais, on parlait de Gen Z, on parlait de génération Y, mais même là, une majorité des gens qui nous entourent, leur objectif, c'est encore se trouver une job, faire du cash, avoir une maison, des enfants, un véhicule, un chat, un chien. Moi, j'appelle ça le kit. Mais je veux dire, c'est leur ambition. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ou c'est ce qu'on leur a inculqué ou ce que la société leur rabâche? Il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question. Le train, il passe. Mais qu'est-ce que tu disais juste au début sur C'est le ça. fait Effet que de mode ou pas? l'effet de mode ou pas? Ouais. J'ai eu cette discussion-là avec différentes générations. Puis celle que j'ai le plus de plaisir à avoir cette discussion-là, c'est les X, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une raison, n'est-ce pas? On va en stéréotype, là. Que c'est une invention de jeunes, ça, là, de demander la conscience travail-famille, de demander de l'équilibre mieux-être. Mais un peu comme quand on parle de racisme systémique. On évacue tout. Quand on met le blâme sur la personne, sur la génération, que c'est donc bien eux qui ont des réclamations, puis dans mon temps, on ne parlait pas de ça, on évacue que, premièrement, le coût de la vie a tellement changé en l'espace de 40 ans. Le salaire moyen, quand tu joues avec l'inflation, le salaire moyen n'a pas changé depuis les 80. Mais le coût de la vie a augmenté, je dirais, au moins entre 8 à 10 fois. Je veux dire, comme de manière Oui. conservative, regarde juste les maisons. Là.
Donc, le coût de la vie a tellement augmenté. Pour avoir le kit, comme que tu parles, ça demande tellement plus de travail qu'avant et de Oui. sacrifices qu'avant. Et le boomer années 80, plus souvent qu'autrement, avait une femme au foyer qui s'occupait des enfants, de la maison, de l'éducation, de tout ce qui n'était pas travail. Et lui pouvait se permettre de travailler 12 heures par jour. Son repas était servi à 5 heures. Donc, le travail a changé, les familles ont changé, la société a changé, mais c'est tellement plus facile et confortable de mettre ça sur le dos des jeunes qui disent que hey, wow, hey, je travaille 10 fois plus pour avoir 10 fois moins, puis j'ai besoin de bien-être. Alors que le problème, c'est qu'il y a 40 ans, là, les jobs étaient moins intenses que maintenant. C'était pas le même travail. Les gens n'avaient pas les mêmes demandes, le même coût de travail, puis il y avait beaucoup plus de ressources, comme je te dis. Moi, j'avais quelqu'un à la maison le soir là, qui s'occupait de faire toutes les corvées. Là. Hey, moi aussi, j'aurais de l'espace cognitif là, pour réfléchir toute la soirée à des nouvelles théories. Euh, c'est tellement plus facile de simplifier. Et on le fait tous. Oui. On est tous victimes de ça. On a tous des biais. C'est humain parce que le monde est tellement compliqué qu'il faut qu'on ait des mécanismes pour le simplifier. Donc, c'est pour ça qu'on a des stéréotypes. Et notre première pensée est souvent un stéréotype. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est ta deuxième pensée. C'est celle qui suit, qui est rationnelle, qui est là, qui vient de ton apprentissage de tes valeurs. Donc, cette personne-là, tu as juste une apparence, sûrement elle ne fait rien. Là, tu te dis, voyons, c'est pas parce qu'elle porte telle chose ou elle a tel tatou ou peu importe qu'elle ne travaille pas aussi fort que l'autre, qu'elle n'a pas les mêmes valeurs ou ci ou ça. C'est juste comme un des millions de stéréotypes Oui, qu'on bien entend dans sûr. la société, là, c'est pas de quoi que je partage. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça me fâche quand que, mais les milléniaux, là, tu sais, là, vous voulez plus travailler, puis, vous, tu sais, là, puis les aides aussi, on dit comme les milléniaux descendants, là, que vous exigez tellement d'accommodement, puis vous voulez plus avoir des jobs agréables. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en question le fait que les jobs sont désagréables? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en question la redistribution de la richesse dans notre société? Puis là, OK, c'est mon côté gauchiste qui va sortir, là, mais il reste qu'on ne peut pas se cacher et donner le monde que les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Et au lieu de mettre ça en question, bien, on dit que les gens ne veulent plus avoir des jobs difficiles. Ben non, parce que la société a changé et on devrait avoir d'autres moyens. On devrait avoir. When you know more, you should do better. But we don't. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que je l'ai souligné plusieurs fois que je te trouve extrêmement ambitieuse, parce qu'effectivement, quand on prend, là, c'est pas deux pas de recul, mais doucement, une grande partie du défi vient du fait qu'on est tous devenus, puis on est tous des néolibéraux, on n'est même plus des capitalistes, on est tous rendus des néolibéraux, je dis même la Chine communiste, Mhm. clin d'œil, mais je veux dire, même la Corée du Nord fait de la crypto. Bon, elle se sert dans les wallets des autres, mais c'est un détail. Ça, il faudrait que je le coupe au montage. Je viens de réaliser que ça allait être enregistré, ça, je vais me faire des C'est ennemis. enregistré. Ce qui était sur Oui, Internet c'est ça, reste sur Internet. c'est Mais ça, oui, c'est les ça. sociétés on est néolibéraux, on est post-capitalistes. Puis moi, qu'est-ce qui me choque encore plus que ça, encore plus que l'argent? On est une société de post-vérité. Ça, on l'a vu avec avec toute la pandémie, les vaccins, toute la haine qui augmente dans la société, puis le blanc qu'on met partout, sauf sur nos propres épaules. C'est pour ça que pour moi, l'empowerment individuel est tellement important parce que si tout ce que tu ne prends pas sur ta propre part de Ouais. responsabilité, mais tu t'en désengages. Et on est tous responsables de tellement de choses de la société, de l'environnement, de notre temps, de notre énergie, de nos relations. On est responsable de beaucoup de choses et je résiste le plus que je peux à blâmer les autres, les choses que je ne fais pas moi-même. Puis ça, on le fait toutes, là. C'est juste, il n'y a rien qui nous fâche plus que de voir quelqu'un qui fait de quoi qu'on n'aime pas chez soi. Là. Cette personne-là, on va la Mm. détester plus que toutes les autres. Parce qu'on n'aime pas comme faire face à nos petites parts là, pas parfaites. Mais si on veut que le travail change, il faut qu'on ait ces discussions difficiles et ça demande pas, ça demande simplement de la curiosité, Diane. Ça demande tout simplement d'être curieux. Si tu te rends compte que ton travail, c'est une voiture, là, puis que le moteur est en feu, là,
Tu Ouais. n'as pas à être mécanicien pour savoir qu'il faut que tu coupes le moteur puis que tu mettes un petit peu d'eau là-dedans, juste pour éteindre l'incendie. Là. Et après ça, c'est d'être curieux de OK, bon, ouais, peut-être que je ne suis pas mécanicien, je peux aller voir un mécanicien ou je peux me l'apprendre moi-même puis voir comment ça fonctionne. Puis entre la curiosité par le ça, bon, c'est une chose de dire que OK, je me rends compte, là, mon travail est mauvais pour moi. Ou ça peut être dans toute ta vie, là, peut-être que ta relation, peut-être que ta maison, peut-être que peu importe. Mais s'il y a un pas, il y a un autre gros pas que les gens ont difficile. Tu sais, déjà, comme être curieux puis s'ouvrir à la possibilité, il y a beaucoup de gens qui ne le feront jamais. Oui. Et ensuite, de passer à OK, j'ai conscience de. Maintenant, est-ce que j'ai le courage de faire une petite chose différente? Tu sais, pas là, de changer mes vies au complet, là. Mais est-ce que je peux dire un non alors que j'aurais dit oui avant? Est-ce que je peux établir, tu sais, là, clarifier des choses? Est-ce que je peux faire des petites actions? Ça demande du courage. Puis après ça, mais ça demande tellement de compassion envers soi et envers les autres parce qu'on va se planter. On va trébucher. Il y a juste qu'on va essayer, puis finalement, ben, c'est pas ça qu'on a besoin. Donc, quand on parle de cette manière-là, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir au changement que de se mettre en position de Ah, ben si tu ne fais pas, c'est de ta faute. C'est une position de honte puis de jugement. Il n'y a personne dans l'histoire du temps, je pense, qui a fait un changement significatif dans sa vie parce qu'il avait honte de quelque chose. C'est beaucoup trop confrontant, c'est dur pour l'ego, dur pour l'identité. Mais si on s'ouvre juste à la curiosité de Hey, peut-être qu'il y aurait d'autres manières de faire. Peut-être que toutes les manières ne vont pas me plaire. Et ce n'est pas attendu que tout va me plaire. Mais est-ce que je peux au moins explorer? Puis au bout du compte, Diane, c'est pas ça la vie, d'explorer. C'est pas censé être ça, plutôt que d'embarquer dans le train, comme que tu disais, là, du kit, là, que tu vas à l'école de ta job, ta femme, 1,6 enfants, Oui. un chien et ta maison. Tu ne te questionnes jamais sur la curiosité que hey, peut-être que finalement, j'aurais aimé être écrivain. Tu sais. C'est des questions que je me pose souvent et que j'intègre dans ce que je fais. Parce que si je me les pose, ben, je mets un peu au défi les gens aussi de juste se poser la question. Déjà, ça peut être assez pour être une étincelle. Peut-être que l'étincelle, elle mènera à rien, mais peut-être qu'elle va créer une espèce de combustion dans ta vie, d'un moteur de changement. Et ça serait-tu pas beau, ça, avec un peu? Hein? Oui. Puis je suis très optimiste là-dessus parce que tu en es le parfait exemple. Il y a de plus en plus de personnes qui, au-delà d'en prendre conscience, passent à l'action à leur échelle, puis peu importe les ambitions, ce qu'ils pensent, etc. Parce que c'est pas parce que la tâche est longue et tardue qu'il faut pas commencer, puis commencer à s'organiser. Puis tu parles bien. Bon, si seulement tu voulais revendre l'ancien système patriarcal, tu pourrais devenir Premier ministre, tu sais. Parce que Ben, comme tu sais, tu m'as dans presque 10 ans, convaincu peut-être avec... que je vais partir en politique. Qui sait? Tout est possible. Oh, ça va être le virage conservatif. Bon, Ça va ben, je tarder. pense qu'il y a beaucoup de... moi, bon, je m'en cacherai pas, là, je vote orange à tous les niveaux. Je suis dans le champ gauche sur le plan politique. Puis ça, c'est quoi que j'assume et que tu n'as pas coupé au montage. Ah oui. Mais je crois que la politique peut être un fantastique moteur de changement et une plateforme extraordinaire. La politique, c'est un outil. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Ça t'appartient. Puis oui, il y a des pressions sociétales. Puis oui, il y a toujours Ouais. une question d'argent un peu derrière. Mais je vois de plus en plus d'organisations, puis des grosses organisations qui se structurent et qui veulent le bien-être de leurs employés. Bon, parfois, il y a un côté PR là-dedans. Je me dis, Becca, sais-tu, tant mieux. Est-ce que si ça te fait bien paraître de parler de bien-être et que tu mets ton argent et tes actions, où est-ce que tes mots y sont aussi, ben tant mieux. Euh, du moment que les gens vont un peu au-delà de Ah, t'es stressé, voici un webinaire. Ah, non, ça, c'est pas assez. T'es brûlé, donc prends une heure de plus de ton temps. Je n'enlèverai rien, mais fais un webinaire. Il y a plus d'organisations, des grosses organisations, qui, s'ils voulaient, pourraient contribuer aussi à ce mouvement-là plus politique de santé au travail, de santé générale des gens. Est-ce que ça va être difficile? Assurément. Ça va-tu te faire demain? Probablement pas. Mais j'ai espoir. J'ai espoir qu'on peut construire un monde plus sain, un monde meilleur, un monde plus juste. Mais pour ça, puis on va venir un peu, on va faire une boucle à notre tout début du podcast. Knowledge is power. Les connaissances, c'est une arme. Pas tant qu'une arme, ça peut être un bouclier aussi. Ça peut être des outils. Ça peut être
tellement de choses, mais plus tu as de connaissances, plus tu es éduqué, mieux la société va être. Mieux ta vie va être, mais si ta vie est meilleure, ton entourage va être meilleur aussi. Et c'est un paquet de petits incendies qui peuvent créer vraiment un gros feu de brousse. Euh, c'est ça. Je ferai un complément et tu diras si c'est d'accord. C'est super important d'apprendre et de s'éduquer, mais c'est pas que le volet académique. Comme tu l'as dit, il faut Pas du tout. expérimenter. Voyager, échanger, pratiquer. Vous voulez faire des trucs de fou, essayez une fois. Vous voulez découvrir un podcast, faire un podcast, essayez-vous. Toutes ces C'est ça. expériences que tu fais, là, que tu réussisses, fonctionnent. Et même ceux qui ne réussissent pas, les échecs, les gens ont tellement peur d'essayer de quoi de nouveau parce qu'ils ne Oui, seront pas bons tout de suite. Ils ne seront pas bons du premier coup. Alors qu'il y a tellement d'études qui le montrent. Ça, c'est tellement encourageant pour moi que c'est pas le talent qui fait que tu as du succès. C'est ta persistance. C'est de continuer, même quand tu n'es pas bon ou pas bonne. C'est de te pratiquer encore et encore. Et c'est quoi que, même moi, j'étais une enfant douée à l'école avec des bonnes notes. Donc, pendant des années, là, j'ai résisté à essayer des nouveaux hobbies, des nouveaux passe-temps, des nouvelles choses. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps aussi à vraiment me lancer en affaires parce que, ah, mais si je ne suis pas bonne tout de suite, jusqu'à ce ouais. que j'ai assez mûri personnellement de me dire, ben, c'est sûr que ça ne marchera pas tout de suite, mais tu vas apprendre, tu vas t'améliorer, tu vas essayer d'autres choses. Et si c'est la bonne passion, si c'est le bon projet, ça va résonner avec les bonnes personnes en temps et lieu. Donc, C'est cool de te parler, Maud. Faudra plus jamais on fait ça. J'aime même plus, c'est cool de t'écouter. On va continuer sans transition. J'ai une capsule qui s'appelle la bouteille à la mer, le message aux générations actuelles, au futur. Et t'en as passé pas mal là, des bouteilles, évidemment recyclables et tout. Euh, Si tu avais un message à donner justement aux futures générations, ou ce que tu sembles déjà avoir fait, mais un complément, qu'est-ce que tu aimerais te donner comme message, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? je veux que les gens retiennent qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir sur leur propre vie que qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer. Puis oui, on va aller au-delà des notions de système et de discrimination. Et oui, il y a des injustices que je sais, il y a des gens qui ne partent pas avec la même main de carte que les autres. Oui, Mais malgré tout, chacun au niveau où on est actuellement, par l'éducation, par nos actions, par notre prise de conscience, on a tellement plus de pouvoir que qu'est-ce qu'on pense, et particulièrement dans le milieu du travail. On a tendance tellement à prendre pour acquis que les gens peuvent deviner nos besoins ou deviner nos attentes, alors que ce n'est pas le cas. Et il suffit tellement souvent, les gens qui sont capables de bien comprendre et verbaliser leurs besoins sont toujours à des lieux à l'avance des autres parce qu'ils sont transparents et ils sont clairs. Ils ne jouent pas de jeu. Et ça, c'est toujours apprécié. Je n'ai pas connu aucune organisation qui n'appréciait pas qu'un employé soit transparent avec ses besoins. Donc, toi, tu sais, là, c'est ça que je voudrais dire. Tu as plus de pouvoir que tu penses. Apprends à te connaître et à bien l'exprimer. Et tu vas avoir tellement rapporté des points d'avance. Et tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut. L'éducation, c'est ça, on va dire, il y a une arme à double tranchant, l'Internet, l'accessibilité de l'information. oui. Mais ça, c'est un côté positif. La connaissance n'a jamais été aussi disponible. Il suffit de bien chercher. Effectivement. Puis comme tu as dit, tout ça s'apprend. Apprendre à chercher, apprendre à faire le tri, apprendre à... Ah, puis Mais c'est le courage d'essayer. C'est le courage d'essayer et de te planter. Tu sais, là, Puis, j'aime beaucoup regarder pour me divertir le soir des spectacles d'humour, en français, en oui, anglais, peu oui, importe. Donc, des comédies special. Et c'est quoi qui est commun de tous les comédiens que j'ai vu des entrevues, parce que c'est toujours des personnes intéressantes souvent à voir en oui, entretien, oui. c'est que pour chaque blague qu'ils font, qu'ils pognent, ils l'ont pratiqué encore et encore. Puis comment qu'il y a de blagues qui ont complètement planté là, avec des... Donc, être drôle, c'est pas un talent inné, là. Il faut que tu te pratiques encore et encore et encore. Il faut que tu aies le jugement des autres qui ne te trouvent pas drôle et qui te huent. Donc, si ces personnes-là sont capables de faire et d'avoir du succès, ben, on peut tout avoir le courage de se planter, surtout quand que nous, on n'a pas une foule devant nous qui peut nous juger comme directement devant nous, là. Donc, aie le courage de ne pas être bon à quelque chose. Ça serait un défi. Là. Aujourd'hui, c'est quelque chose là, que tu as toujours voulu faire. Là.
Puis si t'es pas bon, là, ben c'est un succès pareil parce que tu as essayé aujourd'hui. À la fin de cette saison 1 de mon podcast, je vais lancer des t-shirts. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, ça me donne des idées. Même si c'est plus à la mode, c'est pas grave, ça sera des t-shirts. Et le courage d'être mauvais C'est aujourd'hui. ça, c'est ça. Là-dessus, je te dirais que je suis ceinture noire, troisième dan. Ben, regarde, déjà, Ah, il y a des scènes qui disent qu'il n'a pas inventé l'ampoule électrique. Il a découvert un millier de manières que l'ampoule électrique n'a pas existé, oui, ne fonctionnait pas. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose et ceci n'est pas ce que tu es appelé à faire, ben, tu te rapproches de c'est quoi un de tes vraies utilités dans la vie, oui. une des vraies choses que tu vas aimer, parce que tu dis que, ben ça, sais-tu, non, je ne serais jamais bon là-dedans, je n'aurais jamais de plaisir à faire. Pas être bon, ça, tu peux l'apprendre. Il y a des choses que tu fais, puis que non, non, ça, c'est pas moi. Oh, là aussi, on peut challenger. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être bon en quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Tu C'est sais, ça. on va. La notion Mais de être bon ou pas, avoir du plaisir ou pas, oui, contribuer ou pas. Donc, puis ça, tu sais, on se le définit pour tout le monde, là. Chacun a sa propre définition. Et c'est déjà un gros pas de commencer à aborder cette définition-là. C'est wow! Quelqu'un qui se pose cette question-là, c'est super. c'est comme on dit, c'est le début du chemin, mais au moins tu sais qu'il y a un chemin. C'est ça. Tu n'es pas dans C'est la déjà pas brousse peur. perdue à tourner en rond, à te Non. demander pourquoi ça ne change pas. Oui, mais tu tournes en rond. Oui, mais Ouais. mon chemin, il est bien tapé, là, c'est pas difficile. Oui, mais il n'y a rien qui va changer tant que tu ne prends pas un embranchement dans un autre sentier, là. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que quid du facteur culturel? Parce que ce qui est Mhm. bien, c'est que tu es bilingue. On reste au Québec. Ça veut pas, comme j'ai tendance à le rappeler ailleurs, on reste des Nord-Américains qui parlent en français. Mhm. Euh, Ce qui n'a rien à voir avec les autres peuplades qui parlent français. La langue ne fait pas la connexion et les pratiques. On est bien plus proche des Américains, ça veut pas, que du reste Absolument. de la planète. Ce que tu présentes là est quand même très ancré dans la psyché ou dans l'état d'esprit de la self-woman, du self-made man. Je dis, Mhm. on est dans quelque chose qui reste très néolibéral. Oui. Est-ce que tu t'es déjà confronté à d'autres cultures à ce niveau-là? Est-ce que tu as déjà essayé de pratiquer? Est-ce que tu as eu des influences? Oui et non. En fait, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que qu'est-ce que je fais est extrêmement important justement dans notre société néolibérale où, on va dire par défaut, on est tous chacun euh, très déconnectés. Oui. On n'a presque pas, on n'est pas un peuple religieux au Québec. Donc, on n'a pas beaucoup de communautés spirituelles ou religieuses, ce qui, dans la plupart des autres pays, ont des religions, qui ont des hauts et des bas. Ok? Ça, c'est Oui, peut-être oui. une autre discussion pour un autre jour, là, mais Non, ont une non, non, appartenance et une excusez-moi, communauté. excusez-moi, Madame Villeneuve, vous ne pouvez pas dire. Au Québec, on a une religion, c'est le béton. Pensez au troisième lien. Pensez au troisième lien. Le béton, OK, c'est on a une sacré. religion du béton, mais c'est une religion qui est très centrée sur soi. C'est ça. On va dire, on a une religion de l'individualité. C'est ça. On a aussi les De cônes moi, je vais oranges. aller plus vite, peu C'est ça. importe si ça fonctionne ou pas. Non, je veux dire, on a aussi les cônes oranges à Montréal et les Litoul qui nous réunissent tous. Madame, s'il vous plaît, un peu de tenue, voyons. Respectons nos L'asphalte et le traditions. béton nous rattachent tous. Nous, on aime tous se plaindre des travaux durant les étés. Ah, On ne c'est fera pas le... des meilleures, on fera pas des meilleures routes pour autant parce que c'est le plus bas soumissionnaire. Ah Mais non, bon, c'est le lion qui fait toute notre société. on va niveler par le bas. Donc, on a une société qui est on est l'héritage nord-américain de la famille nucléaire. Donc, Oui, déconnecter de la famille élargie, déconnecter beaucoup de communautés religieuses. De belle manière, tu sais, le CrossFit est devenu une religion à un moment donné, parce que je pense que les gens avaient tellement soif d'appartenance à quelque part oui. que c'est devenu presque un culte de faire bref, je ne suis pas une fan de CrossFit, mais j'ai vu comme des amis qui en parlaient tellement tout le temps. Donc, oh, le problème de la surcharge de travail n'est pas pareil partout dans le monde parce que les gens, on n'a pas beaucoup de soutien social au Québec et en Amérique du Nord parce qu'on est Oui. tellement dans une famille nucléaire. Nos compagnies aussi, il y a beaucoup de philosophies de gestion qui sont très compétitives. Donc, les gens sont en compétition les uns contre les autres. Pense aux compagnies que c'est à la commission. Bon, ben, Oui. si j'ai la vente, c'est aux dépens de la tienne. Donc, ma commission, si je l'ai, tu ne l'as pas. Et tout ça crée des milieux qui sont très stressants parce que les gens c'est un peu seuls contre tous.
Donc, dans un monde beau et parfait, c'est sûr qu'on voudrait créer des communautés, des organisations qui sont plus horizontales, qui sont moins compétitives, plus collaboratives. Et ça, les études le montrent toutes. Les compagnies qui sont plus collaboratives, qui favorisent la communauté ou l'équipe versus l'individu, qui ne font pas de bonner à la performance individuelle, mais à l'organisation, les gens restent plus longtemps, ils sont plus heureux, ils sont plus motivés, ils sont plus performants. Tout est positif. Mais on est dans une culture de l'American Dream, de self-made man, de tu as le pouvoir de créer ton propre rêve. Et de bien des manières, oui, tu as du pouvoir sur toi. Mais c'est pour ça que je parle tellement de soutien social, puis comment c'est le couteau suisse, et que les gens en ont besoin, puis ils en ont soif de communauté, puis de soutien. Puis des fois, là, c'est juste besoin de ventiler à quelqu'un le soir. Là. Mais il y a combien de Oui, personnes qui n'ont même pas ça? oui, parce que le travail continue, veut pas, à nous définir. Les premières interactions, c'est bonjour, qu'est-ce que tu fais d'envie? C'est pas Et puis bonjour. quand tu es un enfant, qu'est-ce que tu vas faire, mais que tu sois grand? Excuse, Oui. j'ai 6 ans, j'aime les camions, je suis peut-être pompier. Tu sais, on se définit Non, tellement, pas par nos qualités, mais par ouais. qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a tellement de tabous souvent aux gens qui changent de chemin de carrière. Puis alors que, mon Dieu, si tu n'aimes pas ce que tu fais, la vie est courte. Tu devrais, comme, écoute, retourner à l'école. Mais la pandémie a fait quoi de fantastique là-dessus. On va dire qu'il y a eu des morts et tout, Ouais. mais il faut qu'on prenne le positif, où est-ce qu'on peut le trouver. Moi, je suis dans une petite ville de région éloignée et il y a eu beaucoup de demandes au centre de formation professionnelle. Des ingénieurs, des médecins qui sont comme non, sais-tu, moi, j'aimerais ça faire de la mécanique, j'aimerais faire du dessin industriel. Oui. Tu sais, ma job, laquelle j'ai étudié pendant 10 ans, finalement, ben, j'aime pas ça. Et ça, là, c'est un des gros tabous de notre société, d'oser avouer que, ben, sais-tu, ça me donne de l'argent, mais j'ai pas de plaisir. Tu sais, c'est pas là que j'appartiens, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Moi, j'étais comme, waouh, super, tu sais, on devrait faire des études de cas, mettez la télévision, montrer que c'est pas parce que tu es un avocat qui fait des centaines de milliers de dollars par année que tu n'as pas le droit de décider que, sais-tu, finalement, je voudrais être vétérinaire, Ouais. ou j'aimerais faire la construction, ou je voudrais ouvrir un petit café, ou quelque chose. Peu importe c'est quoi ton rêve de deuxième carrière. Euh, on se définit tellement par qu'est-ce qu'on fait, parce que qu'est-ce qu'on imagine que les gens s'attendent de notre propre profession, de nos études, c'est quoi notre Oui. chemin, mais ultimement, on est tous bien plus concentrés sur notre propre chemin que celui des autres. Là. Les gens ne pensent vraiment pas autant à nous que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Ça revient à notre définition qui est différente pour tout le monde, Oui. mais qui est parfois un trou sans fond. C'est quoi notre définition de assez? Oui. D'avoir un assez bon salaire, une assez grosse maison, une assez bonne vie. Et ça, tant que tu ne t'es pas jamais défini, ben ouais, c'est quoi que je veux moi dans ma vie? Oui. La notion de assez, c'est un trou noir. Ça Ouais. ne sera jamais assez d'argent. Et personnellement, on a toutes des choses qui nous irritent chez les autres. Puis ça, c'est pas de quoi que je sais que je fais moi-même. C'est moi, je de quoi qui m'irrite chez les gens. C'est quand ils se vantent de leur possession. Parce Oui. que moi, je trouve ça vide. Tu sais, là, je me vante de ma voiture ou regarde telle affaire que je me suis achetée ou qui se vantent des gens qu'ils connaissent. Je suis comme, OK, c'est beau, tu le connais, je suis contente pour toi, mais ça ne m'apporte rien dans notre amitié actuelle, dans notre discussion actuelle. Oui. Ça ne m'apporte rien que tu me parles de ton achat, à moins que ce soit une passion. Tu me dis, hey, moi, là, j'adore faire du voilier. Regarde le bateau, voici comment ça répond à ma passion. Super. Ça, là, on va en parler longtemps de ta passion. Mais que tu me dis des choses vides parce que ça comble ton besoin. Mais ça comble même pas ton besoin, en fait, de valorisation sociale, de validation. Parce que tu sais pas c'est quoi qui est assez. Fait que essaie de deviner c'est quoi comme ma définition de assez pour voir est-ce que je vais t'impressionner par ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as acheté. C'est comme, non, qu'est-ce qui va m'impressionner, c'est que tu me parles de qu'est-ce qui t'anime, de qu'est-ce qui te passionne, puis comment ce que tu fais, c'est aligné avec ça. Ça, écoute, tu as un ami pour la vie. Là. Mais la définition du assez, c'est de quoi qui est. Puis dans la société nord-américaine, capitaliste, néolibérale, avec les médias sociaux, tu n'es jamais assez mince, tu n'es jamais assez heureux, tu n'as Oui. jamais assez de followers, tu n'as jamais assez de likes, tu n'as jamais assez. Tu jamais assez. Puis si tu n'as pas une fondation très solide de qui tu es, ce que tu veux, c'est quoi ton but dans la vie, c'est facile de tomber là-dedans parce que c'est tellement plus facile de chercher la validation externe
Oui. qui est la validation interne, d'avoir une motivation qui est intrinsèque. Hey, ça se construit une brique à la fois, là. C'est extrêmement ardu et c'est addictif, la validation externe. C'est, tu sais, il y en a qui disent que c'est le sucre là, qui est comme le nouveau cancer, là, mais la validation externe, pour moi, c'est encore pire parce que tu n'en auras jamais assez. Et quand ça va virer contre toi, immanquablement, tu vas faire de quoi? Tu vas dire de choses, tu vas te mettre le pied dans la gueule à m'amener, là. On le fait tous, mais non, de C'est manière très certain. publique. Ouais, je veux dire, c'est certain. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça fait un moment que je m'intéresse aussi à l'aversion à la perte. Parce je dis, au-delà de tout ce qu'on est drainé, puis comme tu dis, on n'a jamais assez, on est aussi matrixé, même si j'aime pas le terme, Oui. à cette aversion à la perte. Si moi, je consomme pas, si moi, je fais pas ci, ou si moi, je n'ai pas assez, bah, quelqu'un d'autre va l'avoir. Puis c'est comme si on m'avait volé moi. Tu sais, c'est ce fameux test C'est une qui est... question. Et puis notre aversion à la perte, ouais. qu'est-ce que j'ai remarqué, puis que, écoute, je le fais moi-même aussi, parce qu'on est Oui, tellement endoctriné à bah ça, oui, à conserver qu'est-ce qu'on a, même si ça ne nous sert plus. Tu sais, là, j'ai une hache qui est très lourde, on peut oui, courir, mais c'est ma hache à moi. Euh, qu'on n'arrête jamais ce soir se demander que, OK, peut-être que je vais perdre certaines choses, mais peu importe quoi la situation, là, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Comment est-ce que je pourrais grandir? Comment est-ce que je pourrais mieux me connaître? Comment est-ce que je pourrais prendre des meilleures décisions? Et ça enlève une anxiété fondamentale comme ça. Mais on est tellement... C'est culturel, la défense de qu'est-ce qu'on a, même si ultimement, oui. ça ne nous plaît même pas ou on n'en a plus besoin. Mais c'est à moi. On est très, très, très Gollum, hein, dans les anneaux, là, tu sais, là, my precious, tu sais, là, Oui, ultimement, ça ne nous sert pas. belle image mentale. J'étais en train de réfléchir parce qu'effectivement, tu as les effets de mode. Moi-même, je suis, puis j'ai été minimaliste, qui a un peu toutes ces tendances-là, ou ces effets de mode. Puis tu sais, on parlait de toi-même de Non, ce que tu fais et de la périodicité. Puis du fait qu'effectivement, on tombe dans les deux extrêmes, c'est savoir est-ce que tu fais les choses pour toi-même ou pas. Puis ça a été quand le mouvement minimaliste est sorti, c'était impressionnant le nombre de personnes qui oh mon partageaient Dieu, partout Marie des vidéos. Kondo, hein? Tu sais, là, Marie Oui, Kondo et le. Est-ce qu'elle apporte de. Does it bring joy? Là, c'est comme. Ben, pas tout ce qui m'entoure m'apporte de la joie, mais tu sais, là, ma brocheuse, elle est utilitaire. Tu sais, là, c'est pas la plus belle au monde, mais je vais la garder pareil. Tu sais, exactement. euh, C'est remplacer une nanane par une jujube. c'est que on sous-estime, oui, l'effet de mode, Oui. premièrement, puis la validation que ça nous donne. Hein? Hey, Ah moi oui, aussi, j'ai fait ça, regarde, puis je mets des photos sur Instagram, puis tu sais. On sous-estime pourquoi qu'on fait les choses, la validation que ça nous donne. Et on est une société, puis peut-être que je vais pouvoir plus me renseigner sur les autres sociétés, mais on est une société de gratification immédiate plutôt que oui, d'investissement à long terme. Tu sais, puis oui. moi, qu'est-ce que je sais que qu'est-ce que je vends avec ma cuillère, ce n'est pas de la gratification immédiate. Tu n'auras pas un soulagement immédiat, c'est quoi qu'il faut que tu construises pour toi-même. Ça va changer ta vie, mais ça ne sera pas, tu sais, toutes les gens là, qui te vendent là, une solution magique, là, fais 10 000 en un mois ou perds 20 livres en un mois. Un, c'est réaliste, c'est pas pérenne, c'est des mensonges. Et ces gens-là n'ont pas ton meilleur intérêt à cœur. Ils ont leur meilleur intérêt à cœur. Ouais. Et c'est notre société. Est-ce qu'on peut changer ça? Oui, une personne à la fois. J'ai quand même espoir. Puis je suis convaincue que ça se fait parce que si moi je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Est-ce que des milliers de personnes? Peut-être que oui, ce serait super. Mais si une personne à la fois, on fait un petit mouvement pour améliorer notre vie et celle de notre entourage, ça peut être assez. Je vais directement répondre. Moi, je vais décider d'être extrêmement optimiste. Plus je fais des rencontres avec des gens comme toi, qui sont parfois totalement inconnus à mon réseau, plus je suis surpris en bien, puis en réalisant que ce qu'on a comme storytelling et comme Mhm. tout ce bruit qui nous rabâche toujours les mêmes choses n'est pas la réalité. Un peu comme quand tu voyages en région ou quand tu es à Montréal, où tous les stéréotypes que tu peux avoir, bah, tu réalises qu'en fait, c'est que des stéréotypes. Il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés, qui s'informent, qui passent à l'action, qui sont déjà dans l'action, qui sont déjà rendus beaucoup plus loin que toi, tu pensais que tu pouvais être ou tu étais situé. Puis ce qui est rassurant, c'est que c'est pas juste nous autres.
Mhm. dans notre petit coin, mais que c'est vraiment au niveau global. Et ça Qu'il y a une bouge. discussion qui s'amorce. Puis tu sais, tu parles de storytelling, puis oui, le storytelling, c'est un outil, comme un Oui, marteau. oui, Tu peux t'en servir pour vendre de l'absolute, des déchets comme incroyables. Mais ça peut être un merveilleux véhicule aussi de changement parce que c'est la chose à laquelle les gens s'identifient le plus, c'est la chose à laquelle les gens vont porter le plus attention. C'est une histoire. C'est une histoire humaine. Puis souvent, une histoire, ça peut être compliqué, là. Tu as une personne qui arrive une chose, tu mets quelques détails et un après, et les gens vont comprendre bien plus que si j'avais compris avant le pouvoir de raconter des histoires, mon enseignement universitaire aurait été tellement de meilleure qualité. J'aurais pu mieux enseigner, mieux expliquer le besoin des choses qu'avec des concepts. Tu sais, là, apprendre par cœur des concepts, là, il n'y a personne qui a jamais aimé ça, ever. Et je m'excuse à tous mes étudiants qui vont écouter ton podcast. Je m'améliore et je grandis toujours. Euh, mais on n'enseigne pas ça en pédagogie universitaire. On n'enseigne pas l'art des histoires pour transmettre des connaissances, de se raconter, de mettre ça en mots et en lien. C'est un merveilleux véhicule, mais c'est vrai que comme tout outil, ça peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Et souvent, tu peux faire un beau storytelling, mais rempli de mensonges. tu as dit le mot, c'est que ça reste un outil. C'est la personne qui décide ce qu'elle veut en faire. Et, et je ne peux qu'abonder là-dessus. Et aussi, ce que tu as amené, c'est pas inné, ça s'apprend. Raconter Ça des s'apprend histoires, et on n'est pas bon au début. Au début d'une histoire, ça apparaît comme que c'est je suis l'étape en 4 points d'une histoire. Et après ça, tu te l'appropries et plus tu le fais, mieux ça coule et plus les gens écoutent. c'est pour ça qu'il faut laisser. Il faut commencer jeune, puis faut pratiquer, puis il faut laisser les gens pratiquer, s'essayer, se rater et tout. Puis ça fait C'est que ça. Tu sais, avec les enfants qui nous entourent. Moi, j'en ai pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants. Puis, quand que je passe du temps avec eux ou que je les garde, parce que c'est fun, tu sais, je peux arriver, les garder et partir par la suite. Moi, oui, c'est merveilleux. c'est le meilleur deal, on est d'accord. C'est le meilleur dé. Donc, on dessine ensemble, puis là, on sait, j'essaie comme c'était comme, OK, c'est quoi l'histoire de ce personnage-là? Pourquoi est-ce que son bras il est comme ça? Pourquoi telle affaire? Puis, développer l'imaginaire, développer l'art des histoires. Et ça me tue quand que je vois un enfant qui est comme, ah, non, moi, je n'irai pas danser, je ne suis pas bonne pour danser. Tu as 6 ans. Tu sais, là, peut-être que tu as une amie comme, qui a plus de talent inné ou qui est plus gracieuse. Mais toi, peut-être que ton style de danse, là, ça serait faire du hip-hop. Tu sais, là, peut-être que découvre ton style de danse, bouge, amuse-toi. Je trouve ça triste de voir des enfants qui, déjà là, dans le plus bas âge, s'inhibent de ne pas essayer parce que je ne serais pas bonne tout de suite, les gens vont me juger. So Les what? fameuses croyances limitantes, etc., etc. C'est ça. Mais c'est cool, on va s'en sortir parce qu'on n'a pas le On- choix. Ben, chaque personne, tu sais, là, toi, à chaque enfant que tu vas voir, que tu vas inciter à essayer quoi, même s'il n'est pas bon, c'est un petit mouvement. Tu sais, là, oh Oui. non, je veux pas grimper sur cet arbre-là, j'ai peur, mais garde, je vais te tenir. Essaye. Si tu tombes, je vais t'attraper. Oh, Et écoute, voilà. moi je suis mort de rire, ça se voit pas, ça s'entend peut-être un peu. Ouais, moi j'ai l'habitude des enfants et tout, moi. Ouais, ouais, ouais. Bon, je les égare souvent dans le bois, mais ils vont apprendre. Ah, quand Mais il ils n'y a vont personne de mort jusqu'à présent, c'est donc ça, et quand ils vont ressortir, ah, ça sera des champions et des championnes. Ah, ça, s'ils ont ils, survécu depuis 10-15 ans dans le bois, ils vont trouver leur propre nord. ah, Donc ils vont ça, c'est tout. déjà là, c'est une habileté fantastique. Ah, j'ai hâte qu'ils viennent me parler de NFT, de crypto et de métaverse. Après 15 ans dans le bois. Oh, écoute, Ok. tonton Zia, tout s'est bien passé. J'ai monté ma propre crypto-monnaie dans le bois. Je l'ai appelé Chain Block. Pardon? Bah oui, Chain, comme l'arbre. What? Bref, J'ai créé mon propre programme avec un bâton et du sable. rigolez, imaginez, amusez-vous. C'est un réel plaisir, Maud, d'échanger avec toi. J'invite tout le monde à s'essayer. Vous verrez, dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça, mais elle fait très très bien semblant. Dit la personne qui te connaît depuis 20 minutes, mais qui a déjà décidé, toi, je vais te juger de même. Non, plus sérieusement, c'est sûr que comme beaucoup de monde, et puis toi en particulier, je te réinvite, puis j'ai déjà 2, 3 idées de table ronde, non pas contradictoires, mais justement avec des compléments différentes pratiques, technicités, parcours qui pourraient être intéressants de se faire se rencontrer, puis créer une émulation un peu commune.
Mais allons à l'essentiel qui achève un peu toujours mes podcasts. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, une réponse ou une réflexion que tu aimerais donner? Tu sais, c'est ce fameux regret qu'on a un peu toutes et tous quand, après l'événement, ou après on se dit, ah oui, mais je voulais parler de ça, ou je voulais faire ça. Prends le temps qu'il te faut, mais c'est le moment de ne pas regretter les choses. Ben, en fait, j'aurais envie de, moi, apprendre quelque chose de toi, là, maintenant. Je voudrais que tu me parles de la chose qui t'est le plus stressée au travail, dans ta vie à toi. C'est une excellente question. Alors, il faut toujours dire ça, tout le monde sait que c'est pour gagner du temps et que ça permet de réfléchir. Peut-être une situation, une anecdote tu sais, que tu as une J'ai émotion qui émerge là, de. j'ai deux anecdotes. Une qui était un stress. Ouais, j'ai une anecdote. Un qui était un stress physique. Et puis l'autre qui était un vrai stress de travail avec d'énormes enjeux. Le premier, c'est un stress physique. Ça me revient, mais ça me fait rire. J'ai été pendant très longtemps pompier volontaire, puis dans un département de premiers secours en Suisse. Puis je me rappelle de mon premier stress, ça a été ma première intervention. À l'époque, on était, enfin, je parle comme une personne qui suis vieille, mais bon, j'ai que 90 ans. Tu sais, tu avais ton bip, etc. Puis c'était un accident de voiture. Ça avait une camionnette qui avait sauté dans le ravin, puis il y a une personne qui suivait. Puis je connaissais la compagnie, je connaissais la camionnette, je pensais connaître le chauffeur. Puis quand on est arrivé sur les lieux, ben, tu voyais un bon morceau d'arbre qui avait traversé le pare-brise, le tout éclaté. Ben, tu te dis, ben, c'est pas mal comme première intervention. On va récupérer des petits bouts. Puis en fait, quand on est arrivé, on a cherché la victime, on a cherché les débris, on a cherché, on a essayé de comprendre. Puis après 15 minutes, on a entendu à la radio qu'en fait, non, il s'est planté avec son camion, il est rentré chez eux, puis il a appelé les pompiers pour signaler son propre accident depuis chez eux. Puis tu dis, mais fuck, donc grosso modo, on a Le récupéré. stress monumental de Ah mon non, Dieu, il va être là, découpé en deux par ah le non, non, tronc, mais tu mais sais, non. puis t'as beau t'entraîner, etc. Puis Mhm. on a des entraînements qui sont le fun, assez réalistes. C'est ta première fois. Tu sais, tu Ah arrives, oui. tu es dans ça. En plus, tu te dis, c'est quelqu'un que je connais. Mhm. Cibole, le truc, donc tu as tout qui arrive. Mais en même temps, tu es dans le stress, l'adrénaline, puis la pratique. Parce que plus tu t'entraînes, tu sais quoi faire. Tu sais, souvent, c'est pas là où tu vas réfléchir, tu vas faire les trucs. Puis l'entraînement fait que c'est pas là où Et tu dis, est-ce que je l'émotion peux vient faire par la ci suite parce que tu es là-dessus. tellement entraîné que tu vas juste C'est enchaîner ça. les étapes. C'est juste que c'est comme tout. C'était ta première fois, ça sonne big, tu reconnais tout ça, tu as des annonces, tu dis ouais, ok, d'accord, etc. Mais non, en fait, c'était une chouette anecdote, ça s'est bien passé, c'était très Je trouve que c'est un drôle. bel apprentissage sur la différence entre l'anticipation et l'action. Ah oui, 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 à Sur fond. qu'il y a tellement de stress, d'anxiété que c'est dans le qu'est-ce que tu t'imagines, puis quand que tu le fais, bien finalement, ça se passe bien. Oh, là-dessus. L'autre, ça reste une des plus grosses réussites professionnelles. J'étais un des planificateurs sécurité du troisième événement sportif au monde, qui est l'Eurofoot de soccer. OK. Puis, on ne se le cachera pas, à l'époque, c'était mon. Bah, c'est big, c'est comme les Jeux Olympiques, etc. Donc, ça m'a toujours fait rire quand on parle de cahier des charges. Vous imaginez pas les cahiers des charges que c'est pour ce type d'événement. Puis, c'est des événements qui sont mondiaux. Il n'y Mhm. a pas de retard, tu sais, il n'y a personne en plein live qui dit bon, bah, la cérémonie le lancement, on va la retarder de 2 jours parce que l'autre livrable n'est pas arrivé. Non, tu sais, n'as pas le choix. Puis tu as plein d'organismes, puis évidemment, c'est tous des gens sérieux, c'est hyper carré, enfin, administratum.14. Donc moi, je me suis balancé là-dessus, puis c'est ça, le jour J arrive, puis là, tu as tout qui te revient. C'est du risque terroriste aux problématiques à 2 balles d'eau, d'accès, de tout et tout. Hein. Donc ça, on était de piquet avec un ami. On était tellement de piquet qu'on a décidé de se faire une raclette parce qu'on le mérite. Donc tu es en uniforme, etc. Puis tu es près des téléphones, tu as tous tes écrans, tu étais prêt, tu es au taquet. Puis tout s'est bien passé. Puis en fait, pendant tout l'événement, tout aurait pu mal se passer. C'est vraiment tout, c'était sous tension, sous tension. Ce qu'on a eu de négatif, c'est que l'équipe de Suisse s'est pas qualifiée, pas passé le premier tour. Donc quand ça se passe chez toi, voilà, c'est un peu la honte. La motivation. Ou l'autre fois, on m'a appelé en catastrophe parce qu'il y avait, appelons-le un bris personnel, il y avait une brèche de sécurité.
En fait, le bris de sécurité, c'est que les personnes n'étaient pas exactement au bon endroit, ou même pire, elles étaient au bon endroit, mais leur superviseur les cherchait. Donc, j'ai eu ce truc qui est, tu es où? Bah, je suis à mon poste, puis t'entendais le superviseur en train de gueuler, oh, t'es là! Je me suis dit, si bol, foutez de ma gueule. Ouais, Donc, tout le stress pour que tout soit parfait et que tout ouais, soit ouais, selon les normes, puis qu'on anticipe l'imprévu, puis que tu sais, d'habitude, c'est la loi de Murphy. Si quelque chose doit se passer, c'est ça va ça, se passer. c'est Finalement, ça. des imprévus mineurs. Donc, Exactement, ça se passe bien, mais tout ça vient surtout de toute l'anticipation et de la préparation. c'est Puis vu ça. que tu es tellement en train de préparer, parce que ça fait partie de ta job, tous les scénarios imaginables et possibles, sous tes responsabilités, en plus, au-delà de vouloir bien faire les choses, tu as des responsabilités qui sont réelles. Ça reste des humains, ça reste des livrables. En plus, c'est au-delà des RP ou autre chose. Au bout de la chaîne, il y a Timmy, il y a des choses qui se passent. Puis on travaille pendant les mois, pour ne pas dire les années avant, mais les mois, on travaille que sur ces scénarios-là. Mhm. On ne travaille pas sur le nom, enfin je te dis même, le nombre de tickets vendus et le nombre de personnes sont OK. des facteurs à Ça, c'est prendre. quelqu'un d'autre là, qui s'occupe de ça. Ça, c'est Non, pas non, ton non, non, problème. ça fait partie de... Parce que ça a une OK. influence. C'est des populations, c'est des personnes, c'est des types de personnes, ça a un impact. C'est comme je dis, c'est un domino tridimensionnel avec des portes, enfin des Stargates et des dimensions sur à côté. Et en plus, dans tout ça, il y a un éléphant qui se promène, puis d'autres qui passent. Donc, non, mais Donc, il faut prévoir tout c'est ça. C'est ça. ce travail-là de prévision qui est de bien des manières invisibles. Donc, quand l'événement se produit, c'est que tu tiens tout ça en même temps dans ta tête. Que Et voici tout ce qui pourrait ne pas bien se passer. Donc, même si tu es ex- assis, tu fais rien comme physiquement, dans ta exactement. tête, c'est un univers complètement différent. C'est ça. Et surtout, le truc à apprendre, c'est qu'aucun plan ne fonctionne jamais. Donc, tu as beau avoir tout préparé, il faut être prêt à avoir un plan S'adapter. B, C, D, toujours s'adapter. Puis la résilience. Oui. La C'est... résilience, la flexibilité, en fait, Oui, d'être capable, OK, le courant a bougé, ça ne sert à rien que j'aille contre le courant. On va suivre le courant, puis on va le rediriger par la suite. Il va y avoir une sortie, on va s'en sortir. exactement. Puis je le fais jamais pendant mes podcasts, mais un truc qui est super important à rappeler à tout le monde, c'est que, tu sais, on parlait d'individualisme, se rappeler qu'on reste, on n'est jamais seul. On gagne et on Jamais. perd ensemble. Dans aucune organisation, aucune situation, tu te retrouves seul. Je veux dire, même si tu es perdu au milieu du bois, il y a des animaux, il y a des gens extrêmement loin qui peuvent te chercher ou pas du tout. Je veux dire, tu n'es jamais, 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 jamais dans une situation où tu es réellement seul. Je dis même les astronautes qui étaient perdus dans l'espace, il y avait Il du n'était pas monde sur seul. Terre. Même si tu es tout seul chez toi et tu penses que tu es la seule personne au monde qui vit un désastre personnel X, tu vas sur Internet, tu postes ça sur les réseaux sociaux et c'est presque immédiat. Quelqu'un va te dire Ah, j'ai vécu ça moi aussi, puis je l'ai fait de telle manière. Ça, c'est le côté beau et utile Oui, de l'Internet et des médias sociaux, c'est qu'on n'est jamais aussi seul qu'on pense et on peut se créer des belles communautés de personnes qui ont vécu des choses semblables. oui, Donc, ça, c'est de quoi, oui, à se rappeler que peu importe ce qui arrive, tu peux toujours aller chercher une communauté. Et je pense que c'est un muscle qui est un peu atrophié dans notre société individualiste, mais il est là, le muscle. Il faut juste qu'on le mette en pratique, qu'on prenne conscience qu'on est plus fort en équipe, qu'on est plus fort ensemble, on a tout de quoi à apprendre avec humilité, n'est-ce pas? Ou ça aussi, c'est quoi qui est un peu atrophié dans notre société, là, que, avec la oui. philosophie comme on peut s'améliorer, là, qu'on peut être poche en premier et quand même finir premier au bout de la course. Donc, on n'est jamais aussi seul, tu as tout à fait raison. Et je compléterai ça parce que c'est quand même un point important. Puis garder son libre arbitre. Parce qu'on a vu tous les risques qui est de s'enfermer, les logiques de réseaux sociaux, autre chose, de s'enfermer dans cette fausse illusion qu'on fait partie d'une équipe. Après, qu'elle soit d'extrême gauche, d'extrême droite, ou simplement d'un soutien pour un club de hockey qui ne fait plus rien depuis des années, il faut arrêter de se faire du mal à arriver à un moment. Ben, c'est qu'il faut s'ouvrir à pas juste notre équipe, il faut s'ouvrir à une diversité de voix. C'est ça que, ouais, c'est ça que tu as raison, parce que les fameux algorithmes qui sont Oui, mystérieux, n'est-ce pas, ont tendance à nous montrer qu'est-ce qu'on aime déjà. Et de ce fait, on va aller plus souvent sur les réseaux sociaux et continuer à s'abreuver à la source même de nos petites dépendances. Mais quand on ose aller voir d'autres opinions, d'autres voix et juste considérer, même si on n'est pas d'accord du tout, là, se rappeler qu'on est tous humains, qu'ultimement, on veut quand même toutes des choses semblables,
la sécurité, de l'attachement, des choses comme ça. Donc, on est capable de créer des ponts puis de ne pas s'enfermer dans. Rien que, tu sais, là, on le fait tous, là, même les gens qui sont les plus ouverts et de gauche possible, Oui, on a tendance à s'enfermer dans notre propre mentalité, notre propre idéologie. Mais ça ne marche pas comme ça, la société. Ça ne marche pas comme ça. ça. On est toutes des voix différentes, puis on est toutes. Il n'y a personne qui est le vilain de sa propre histoire. Je souris jusqu'aux oreilles, on est d'accord, à l'enfer, c'est les autres. Toujours. On n'est jamais de notre propre histoire, on est toujours des bonnes intentions, mais on a toujours des conséquences non intentionnelles. Puis ça, quand on l'assume, Oh, on peut les prendre à la, responsabilité. à la blague, c'est ce que je disais il y a quelques temps, c'est ouais, l'enfer, c'est les autres, mais je les tolère. Bah, pourquoi? C'est Moi, ça. j'ai besoin de quelqu'un pour mon hydro, j'ai besoin de quelqu'un pour mon Internet, j'ai besoin que quelqu'un me livre l'épicerie ou me prépare l'épicerie. J'ai quand même besoin de plein de monde quelque part. Et après que je les connais, je les apprécie ou pas, ou inversement. C'est pas le plus important, c'est est-ce que... Il y a une toile d'araignée pareille qui est C'est ça. interdépendante. Tu Donc, vois, je veux on a dire, tous besoin, tu sais, puis la pandémie l'a mis en valeur de beaucoup de manières, ça, oh que qu'on oui. est interreliés et on n'a pas tous le même poids. C'est très important, puis surtout pas oublier, parce que là, c'est comme si... Ah oui, c'est le monde d'avant, Ziad. Il n'y a pas eu de pandémie. Ah, Quelle pandémie? ouais, c'est Voyons. ça. Le monde d'après, il ressemble furieusement au monde d'avant, avec deux, trois levels d'handicap en plus qui n'étaient pas prévus. Ouais, d'attente là, de réponse immédiate. Mais Ah, moi, je tu suis pas... travaillais de chez toi, là. Oui, oui. Hein? Réponds à la minute, là. Ah, Pourquoi est-ce que tu irais prendre une marche dans la nature? Oh, tu fermes ton cellulaire, Ziad. ah, Comment oses-tu? comme on dit, c'est tout un défi. Puis heureusement, il y a des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses qui passent à l'action pour changer ça. Et un grand merci. Donc, Merci à toi. allez voir ce qu'elle fait. Oh, comme on dit, juste par curiosité, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo trouvé sur Insta. Ah, non, je rigole. Donc, je te laisse le mot de la fin, Maude. Le monde a le droit de savoir. Ben, merci à tous de votre écoute. Je vais vous dire que si vous êtes stressé aujourd'hui au travail, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et c'est normal parce que le travail n'a jamais été aussi stressant. Mais si vous voulez trouver des manières utiles et pérennes de changer ça, puis d'avoir une meilleure vie, puis un meilleur travail, ben, n'hésitez pas à me suivre sur les médias sociaux et à aller voir qu'est-ce que je fais comme outils qui sont faits pour vous aider pour avoir un meilleur travail, parce que votre travail, il n'a pas à être stressant par défaut. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.